Bonjour, bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va donc commencer par Histoire crépue, une histoire du racisme scientifique partie 2. On avait déjà fait la partie 1, c'était celle-là, une histoire du racisme partie 1, donc on l'avait vu, c'était vachement intéressant. Il y a le best-of sur la chaîne Tout va très bien, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir Tout va très bien en règle générale. Surtout qu'en plus, ça y est, tout va très bien, et enfin monétisé. Alléluia, ça fait plaisir à moi les YouTube Money. Ça va me faire 10 balles par mois, grand max, mais ça fait plaisir. Mais bref, pour l'instant, il est l'heure de commencer avec Histoire crépue, c'est parti. Le racisme, un mot qu'on entend tous les jours à la télé, dans des blagues, dans des films. Moi, je pense qu'évidemment, il y a du racisme. Mais je ne peux pas dire, jamais je ne pourrais dire que ce pays est raciste. Eh bah moi je peux te le dire, ce pays est raciste. Ce pays est raciste de façon systémique. Racisme, enfin, il y a du racisme. Mais il y a un racisme. Mais la France, non. Mais je n'ai jamais trouvé une vidéo ou un documentaire qui explique étape par étape comment le racisme est apparu dans nos sociétés. Qui a inventé le racisme et pourquoi? Comment les scientifiques ont-ils pu théoriser une hiérarchie entre les races humaines? Et quel est le lien entre le racisme et la colonisation européenne? Bienvenue sur Histoire crépue, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du racisme scientifique depuis les conquêtes coloniales jusqu'au nazisme d'Adolf Hitler. Ah oui, Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que le racisme n'est pas un sentiment universel qui a toujours existé dans l'humanité. Le racisme, c'est une forme spécifique de xénophobie inventée par les Européens pour justifier leur conquête coloniale. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le racisme scientifique. Comment et pourquoi les scientifiques ont essayé de justifier le racisme. Vous trouverez toutes mes sources dans la description, n'hésitez pas à proposer vos propres sources et vos critiques dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir mon travail, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Bonne vidéo! Le premier homme à imaginer que l'humanité est divisée en races, c'est un Français. Il s'appelle François Bernier. Eh bah cocorico, j'ai envie de dire, hein, génial, le premier mec à avoir fait du racisme, il est français, yes. Bizarrement, pourquoi ça m'étonne pas? C'est fou à quel point on peut être un pays ultra crade sur des points, le racisme, la xénophobie, je suis 2013 le mage pour toutes et tous, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop tard, ce genre de truc, mais en même temps, on est le pays des droits de l'homme, de la liberté, l'égalité, la fraternité, genre. Il y a une dissonance cognitive de la France qui est absolument incroyable, perso, je trouve. On est le pays de la Révolution française, mais du racisme. Il est philosophe, astronome, il a beaucoup voyagé dans le monde et à son retour en France, il publie des textes sur ses voyages. À l'époque, le mot race servait surtout à parler des familles ou des peuples. On disait race noble, race normande. Bernier est le premier à donner au mot race le sens raciste qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais, donc en fait, avant ce mec, on distinguait en race ce qui était en fait plus des classes sociales en fait. Et c'est un Français qui s'est dit, et si on hiérarchisait plutôt par couleur de peau? Ah non, mais Zemmour serait fier, hein. Dans un article, il propose l'idée que l'humanité serait divisée en 4 races. La première race regroupe les Européens, les Maghrébins, une partie de l'Asie centrale, l'Arabie, la Perse, l'Inde, les Maldives, mais aussi les Premières Nations d'Amérique. Ah bah oubliez ce que j'ai dit, Zemmour serait pas fier parce que pour ce mec, les Arabes sont des humains, ils sont dans la même catégorie raciale en tout cas que les Européens. Zemmour aurait pas kiffé. Et c'est quand même flippant de se dire que ce mec, qui vient quand même d'une époque où le racisme, la xénophobie, tout ça, c'était banal et accepté, ce mec est moins raciste que Zemmour limite en fait, en disant que les Marocains etc font partie de la même classe raciale que les Européens. C'est une dinguerie quand même de se dire ça, que Zemmour est plus en retard que ce gars qui était là il y a des siècles. La deuxième race comprend toute l'Afrique subsaharienne, décrite par Bernier avec des clichés physiques qui sont toujours d'actualité. Les grosses lèvres, le nez épaté, les cheveux qui ressemblent à de la laine, les dents plus blanches que l'ivoire. Oh bah oui, non mais ça me semble évident perso. Attends, si jamais un mec, il a les dents trop blanches et des grosses lèvres, fatalement il est pas de la même race que moi, je veux dire, c'est normal. Et vous auriez dit la même chose, arrêtez, enfin, c'est insupportable. Oh là là. Oh l'enfer. La troisième race comprend des gens du Vietnam, des Philippines, du Tonkin, de Chine et même des Turcs et des Ouzbeks. Il les décrit comme véritablement blancs avec de larges épaules, le visage plat, un petit nez épaté et de petits yeux de porc enfoncés. C'est sans commentaire. La quatrième race est composée de Lapons, décrits comme petits et courts avec des grosses jambes et un visage tiré, long, fort affreux, qui semble tenir de l'ours.
Bernier ajoute même « ce sont de vilains animaux ». Mais je comprends pas le délire du frérot, là, du français là, qui fait ses catégories raciales. Il fait des catégories de jeux de rôle ou de univers d'heroic fantasy en mode les nains, les orques, etc. Ou il fait un constat sur les différences ethniques. Non, parce que ça ressemble quand même vachement plus à une catégorisation Seigneur des Anneaux que à une vraie différence ethnique, en plus d'être grave. Et dans la deuxième partie de son article, Bernier essaye de démontrer qu'il existe des belles femmes dans toutes les races. Ce texte vous donne vraiment les bases du racisme avec une bonne dose de sexisme. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment... Ouais, alors, toutes les races sont différentes, lui il est comme ça, donc c'est cette race-là, lui il est comme ça, donc c'est cette race-là. Par contre, dans tous les cas, les meufs, les petits boobs, les gros boobs, les culs, tout ça, on kiffe, hein, dans tous les cas. C'est féministe, dis donc, en plus d'être pour l'égalité entre les ethnies, c'est merveilleux. Mais Bernier ne classe pas les races par couleur ni par supériorité intellectuelle. Il propose simplement une description esthétique sans chercher à prouver scientifiquement sa théorie. Il faudra attendre environ 60 ans pour que cette idée réapparaisse dans le discours scientifique grâce au naturaliste suédois Carl von Linné. Au moins c'est pas nous qui a fait que c'est devenu scientifique ces conneries, c'est déjà ça. Donc en fait le français lui il a juste catégorisé en mode, il y a un petit truc autistique, c'est dans le côté, vas-y je vais catégoriser les gens parce que j'ai du mal à m'en sortir sinon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste horrible évidemment, hein, bien sûr, mais c'est toujours moins horrible que de justifier ces différences par qui est supérieur à qui. Au moins il faisait pas de distinction, surtout pas pour les gonzesses apparemment de ce que j'ai compris. Monsieur était un gros baiser. Nous sommes en 1758, Carl von Linné est l'inventeur du concept de biodiversité. Il a passé sa vie à voyager à travers le monde pour nommer les espèces vivantes et créer de grands tableaux de classification. Bon c'est bien la biodiversité, non? Non c'est pas bien la biodiversité, je sais pas pourquoi mais je sens que ça va pas être très Sandrine Rousseau compatible tout ça là, hein? Ça va pas être biodiversité moderne, hein? Je sais pas pourquoi mais je sens que on va s'amuser. C'est lui qui définit les 3 règnes de la nature. Animal, végétal, minéral, c'est lui qui nomme les espèces Canis lupus pour le loup, H. mellifera pour l'abeille et même Homo sapiens pour l'humain. Linné, c'est le fondateur des sciences naturelles qu'on utilise encore aujourd'hui. Eh bah putain, BG en vrai, hein, parce que quand tu vois l'époque, tu te dis, ah ouais le mec donc il fait des classifications, en plus pour l'instant c'est plutôt basé. Après on va voir ce que ça va donner au niveau des classifications d'êtres humains, mais pour l'instant c'est pas mal. Animal, végétal, minéral, pas dégueu tu vois. Classifie les espèces, selon les classes, les ordres, etc. Moi je m'y connais pas trop là-dedans, mais dans l'idée, je sais déjà que c'est pas des trucs qui allaient de soi à l'époque. Mais bon, voyons s'il continue à être basé. Il a écrit un best-seller nommé Systema Naturae. À l'époque, les livres scientifiques étaient régulièrement réédités avec des mises à jour pour corriger les erreurs et ajouter des informations. Dans les 9 premières éditions de Systema Naturae, Linné présente l'espèce humaine divisée en 4 grandes variétés, un peu comme le faisait Bernier. L'Européen blanc, l'Américain rouge, l'Asiatique jaune et l'Africain noir. Mais c'était sûr, putain. Bah oui, évidemment, parce qu'il y a que 4 catégories, il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les jaunes et il y a les blancs. Et puis, les métis, on s'en bat les couilles, on l'a vu dans la précédente vidéo, hein. De toute façon, en règle générale, on va pas se mentir, si tu es métis, on va toujours voir la couleur plus que le blanc en toi. Si t'es noir et blanc, il y a un mélange des deux, tu seras noir, tu seras pas métis, tu seras pas blanc. Tu seras noir, c'est tout. Parce que notre société est raciste, parce que notre société fait du racisme systémique, désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Et en plus, même si on parle d'un point de vue couleur de peau, ces 4 trucs ça marche pas, parce que au-delà des métis, bah je suis désolé, mais il y a les arabes, il y a les hindous, le mec il dit que les asiates ils sont jaunes, d'accord, mais les les pakistanais ils sont pas jaunes, pourtant ils viennent de là, tu vois. Les Russes, la grande partie de la Russie c'est quand même en Asie, non? Et pourtant, ils sont blancs comme des culs. Bon, à part les peuples autochtones qui sont en plus, eux, asiatiques pour le coup, d'accord. Mais c'est complètement con leur truc. Et les Mexicains, c'est quoi du coup? C'est des blancs, c'est des arabes? Bah non, il n'y a pas arabe dans ces classifications de merde à ce con. Pouf, et on est qu'à 4 minutes, hein. Mais dans la 10e édition de son ouvrage, en 1758, il fait une mise à jour importante où il ajoute de nombreuses précisions pour différencier et hiérarchiser les espèces humaines. L'Européen blanc serait sanguin, joyeux, musclé, beaucoup de cheveux jaunes, les yeux bleus, léger, sage et inventif. Oh là là, on dirait des caricatures des années 90, c'est pour vendre des trucs genre le jeu de société, je sais plus comment il s'appelait aussi. Mais c'était Shaolin le meurtrier. Ce mec là, c'est vraiment Shaolin le meurtrier. Les mystères de Pékin, merci Time Travel, c'est vraiment
les mystères de Pékin, tu vois. Là, tu vends du banania, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce qui me terrifie, c'est de se dire que, ok, d'accord, on était au XVIIe siècle. Pourquoi pas, les frérots? Vous êtes racistes, mais bon, c'est une période différente. Mais on a continué pendant plusieurs siècles, au point que dans les années 90, c'était toujours normal de voir ça. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent ça normal. L'Européen blanc serait sanguin, joyeux, musclé, beaucoup de cheveux jaunes, les yeux bleus, léger, sage et inventif. Ah bah oui, l'Européen, il est joyeux, musclé, tout ça, ouais, parce que bizarrement, il a quasiment que des qualités. On va voir si les autres ont autant de qualités, hein, selon ce mec. L'asiatique jaune serait pâle, mélancolique, triste, les yeux sombres, austères, hautains, avides. L'Africain noir serait flegmatique, paresseux, le nez plat, les lèvres enflées, sournois, lent et négligent. Ah oui, donc comme par hasard, c'est que l'Européen qui a des... On s'en doutait, hein, mais c'est que l'Européen qui a des bons vieux clichés, mais positifs. Par contre, les autres, c'est des feignasses, c'est des tristes et tout. Surtout qu'en plus, ils regardent que par rapport à... Ça se voit que le mec, il a fait ces trucs, c'est même pas scientifique, tu vois. C'est juste, il s'est dit... quand même, avec leurs petits yeux, les Asiatiques, ils ont l'air tristes, hein. Allez, on va dire qu'ils sont tristes. Quand même, les Noirs, ils ont l'air fatigués. Allez, on va dire qu'ils sont feignants, etc., etc. Ah ouais, la démarche scientifique, béton, quoi, hein. Wouh! Linné est donc le premier scientifique européen à proposer à la fois les bases de toutes les sciences naturelles que nous utilisons encore aujourd'hui, et en même temps une hiérarchie des races humaines, plaçant les blancs en haut et les noirs en bas. Comme quoi, on peut faire à la fois des choses très basées et très intéressantes, et de l'immense merde dans la même vie et la même carrière, hein. C'est possible, ce mec le prouve. Parce que animaux, végétaux et minéraux, ouais d'accord, par contre quand tu commences à hiérarchiser les ethnies, c'est que frérot, t'es allé trop loin dans ton analyse, là, au bout d'un moment, faut fermer sa gueule. Mais il faut réussir à prouver cette hiérarchie. Les puissances européennes envoient des colons partout dans le monde pour rapporter des preuves. C'est ainsi que naissent les figures de l'explorateur botaniste, de l'aventurier qui vont remplir les musées de sciences naturelles européens. Les colons blancs veulent tout identifier, tout comprendre. Et puis tout voler aussi pendant qu'on y est, parce que ouais, d'accord, ils ont pris des plantes et tout, des minéraux, pourquoi pas, hein, après tout c'est la science, hein, c'est bien d'en prendre quelques-uns, des échantillons, mais vous étiez pas obligé de prendre tous les diamants les frérots, vous étiez pas obligé de prendre tous les objets de valeur, les œuvres d'art, etc. sur le chemin, juste 2-3 pissenlits, 2-3 cailloux, 2-3 prises de sang, on est bien, et puis on peut faire ses tests, tu vois, t'as pas besoin de piller l'Afrique pendant que tu fais ça frérot, mais bon après, j'imagine que c'était pour la science. Le plus vite possible en imposant leur regard sur le monde. En fait, il y a un biais dans la recherche. Tous ces scientifiques cherchent à démontrer la supériorité blanche. Ils utilisent des méthodes comme la mesure des crânes et les comparaisons physiques. En France, le zoologiste Cuvier va disséquer le corps de Saartjie Baartman, une jeune femme noire de 26 ans, aussi connue sous le nom de la Vénus Hottentote. Gardez bien cela en tête, la recherche scientifique n'est jamais neutre. Elle dépend de ceux qui la financent et du système politique dans lequel vivent les scientifiques. Et ça, c'est totalement vrai. Déjà, normalement, un vrai scientifique, il part soit d'une idée, en mode « Tiens, je pense que ça va être ça, mais il faut que de manière neutre et objective, je puisse faire corrélation, expérience, etc. pour justifier ma théorie. » Ou au contraire, il part de rien, et en faisant des expériences, il aboutit à quelque chose. Mais dans tous les cas, ça devrait être normalement de manière scientifique et neutre. En tout cas, le plus possible. Évidemment qu'on a tous et toutes des biais, tu vois. On est des êtres humains, mais eux, là, ce qu'ils faisaient, c'était en mode, on va chercher tous les trucs qui permettent d'aller dans notre sens. En mode, s'il y a le moindre petit truc qui va dans notre théorie, on le met, même si ça va en contradiction avec tout le reste. C'est pas grave, let's go, let's go. Et Histoire Crépue, il a totalement raison dans le côté, faut jamais oublier que le fondement scientifique, et c'est pour ça aussi que ça amène les théories du complot, et surtout sur internet, et surtout avec le Covid, tout ça, ça a amplifié le phénomène, mais ça empêche qu'en règle générale, moi je comprends ceux qui sont un peu complotistes, parce que quand tu te rends compte qu'il y a pas mal de scientifiques qui sont employés par des lobbies en mode les produits laitiers, les cigarettes, la malbouffe, ce que tu veux, machin, pour faire des fake analyses, des fake recherches scientifiques et tout, pas pour découvrir la vérité, mais juste pour pouvoir aller dans le sens de leur patron et de leur lobby, bah je comprends qu'il y a des gens en fait, ils se disent ouais mais le fondement scientifique en fait on s'en fout parce qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut à la science. Alors que non, c'est pas qu'on peut faire dire ce qu'on veut à la science, c'est que si jamais on veut déformer la réalité, on peut faire croire à un semblant de réalité avec la science, ce qui est pas exactement pareil quand même. Parce que la science, de façon factuelle, elle te dit par A plus B, tu vois. Par contre, si tu veux enlever certaines données parce que ça t'arrange pour démontrer ta thèse, tu peux. C'est là où c'est la subtilité, la différence. Mais ouais, faut jamais oublier, même si c'est dur à faire au quotidien, hein, j'en suis conscient. Mais quand tu vois une étude, un truc comme ça, c'est toujours sympa et intéressant et intelligent de se dire, tiens, c'est qui a commandé cette étude? Dans quel contexte? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me rappelle une très célèbre phrase, hein, vous avez toutes et tous entendu. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est une phrase qu'on nous a gavé avec depuis l'enfance. Sauf que, c'est qui a dit ça? Une nutritionniste.
Donc on peut la croire, c'est quand même une nutritionniste, tu vois, la meuf elle sait ce qu'elle fait. Sauf que c'était une nutritionniste Kellogg's, donc niveau orientation de est-ce qu'on voulait pas vendre des céréales à plus de personnes? Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr c'est que ce soit vrai ou pas, le fait que le petit-déj ce soit le repas le plus important de la journée, l'étude en elle-même est biaisée juste parce que en fait ben c'est Kellogg's qui l'a commandé, tu vois. Et c'est pareil en règle générale, et on le voit bien avec les recherches là à l'époque avec le racisme, ils cherchaient pas à savoir si il y avait vraiment une hiérarchisation des races. Non, ils en étaient persuadés à l'avance, et c'est de ce postulat qui sont passés pour chercher des preuves qui vont dans leur sens. Ce qui est quand même différent que de se poser la question de manière sincère en cherchant des preuves, qu'elles aillent dans un sens ou dans un autre. Tu vois, il y a quand même une différence entre les deux façons de faire. À l'époque, ce sont les colonisateurs qui financent la recherche pour prouver la domination blanche et justifier leur politique coloniale. Mais les mesures de Crane n'arrivent pas à présenter des preuves crédibles pour expliquer la supériorité des Blancs. Et c'est là qu'entre en scène le français Arthur de Gobineau. Et bah pourtant, le truc des crades qui prouve la supériorité des Blancs, même si ça a pas réussi à prouver, parce que, surprise, c'est totalement de la merde, hein. C'est pas parce que t'as un gros crâne que ça y est, machin. Ou inversement, tu vois, c'est pratique pour les dessins animés, mais au bout d'un moment, faut arrêter de croire que Jimmy Neutron, c'est la réalité, les frérots, tu vois ce que je veux dire? Et malgré le fait qu'ils aient pas réussi à faire en sorte de prouver que les crânes influençaient sur la supériorité, l'intelligence, etc., l'argument du crâne, il a quand même été utilisé pendant longtemps par beaucoup de personnes, et même parfois des gens aujourd'hui, hein, j'en vois. C'est quand même flippant de se dire qu'il y a des arguments qui, même à l'époque, étaient flingués, ont déjà à l'époque été annulés, parce que ben ça marchait pas, parce qu'on voyait bien qu'il n'y avait aucune corrélation, et ben ils sont quand même utilisés aujourd'hui. Et même des arguments, tu sais, genre, en faveur, hein, des ethnies ou pas, genre les noirs ont une grosse tub, les asiatiques, ils sont endurants, ou bons en maths, ou ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Y a aucune corrélation. C'est pas son ethnie qui fait ça, c'est peut-être là où la personne a grandi à la rigueur pour certains points, mais enfin bref. Pour expliquer la supériorité des Blancs. Et c'est là qu'entre en scène le français Arthur de Gobineau. Nous sommes en 1853. Contrairement aux autres, Gobineau n'est pas un scientifique. Pour bien comprendre sa pensée, il est important de connaître le personnage. Gobineau, c'est un diplomate français frustré qui n'a jamais obtenu les postes de ses rêves et qui se fait sans doute tromper par sa femme Clémence Monroe, une créole blanche née en Martinique. Il supporte très mal cette situation. Bon bah déjà, j'ai envie de dire, le postulat de débarque pue la merde, hein, parce que le gars, déjà, on est d'accord qu'il a pas un peu la gueule du cardinal méchant, tu sais, dans les Trois Mousquetaires. Il y a un peu cette gueule déjà, mais même sans parler de ça, on va pas faire des attaques sur le physique, hein, c'est pas le genre, mais ça commence très mal de se dire qu'il est pas scientifique, il est diplomate, il se fait probablement tromper par sa femme qui est créole, et j'imagine qu'il croit que sa femme le trompe avec des noirs bien membrés, parce que c'est ça aussi le racisme, hein, des fois, faut pas l'oublier, hein. Des fois le racisme c'est juste des gens qui ont un mal-être, qui sont en mode ma femme, vas-y, elle doit sûrement se faire troncher par des Renois, enfin mon ex-femme maintenant qu'on a divorcé, elle se fait troncher par des Renois, donc c'est de leur faute, alors que c'est peut-être que juste t'étais un connard avec elle, frérot, peut-être, au bout d'un moment, parce que bon, y a pas que la table dans la vie, hein, je te jure. Et il y en a, c'est par complexe qui deviennent racistes. C'est en mode, ouais, vas-y, faut pas laisser faire trop les noirs, parce que comme ils ne sont super physiquement, il faut qu'on garde notre supériorité mentale. Mais frérot, y a pas de supériorité ou d'infériorité, c'est juste que t'as pas le courage de te remettre en question toi, donc tu préfères accuser les autres. Tu sais, c'est le même principe que regarder la télé-réalité pour se rassurer, tu vois. J'ai rien contre les gens qui regardent la télé-réalité, faites ce que vous voulez, mais il y a des gens, ils regardent la télé-réalité pas parce qu'ils passent un bon moment ou parce qu'ils aiment bien, hein, ils ont le droit, mais c'est juste pour se dire il y a plus con que moi. Au lieu de se dire il y a plus con ou il y a machin, tu préfères pas toi évoluer? Mais bon. Alors le cardinal, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Par sa femme Clémence Monroe, une créole blanche née en Martinique. Il supporte très mal cette situation. C'est un homme triste qui déteste la France de son époque. Il est royaliste et il méprise les idées démocratiques qui sont en train de révolutionner la société. Ah, je sens que je vais adorer ce monsieur. Un royaliste, diplomate, qui a une tête de méchant. Oh, je sens que il va pas nous décevoir. Seule passion, c'est l'écriture, en particulier l'histoire, surtout celle de l'Inde et de la caste des brahmanes. Gobineau, il suit de près les débats sur l'existence des races humaines, mais il est profondément déçu par les arguments des scientifiques. Alors il décide de contribuer au débat en écrivant un livre qui va révolutionner le racisme, c'est l'essai sur l'inégalité des races humaines. Plutôt que de s'appuyer sur les sciences naturelles, Gobineau utilise l'histoire et la mythologie. Son idée centrale, c'est que l'humanité serait composée de 3 races primaires en train de dégénérer à cause du métissage. Ah ouais, mais le gars, il s'appuie sur des sources solides, hein. Solides de ouf les sources. L'histoire, bon pourquoi pas, après tout, peut y avoir corrélation, mais corrélation veut pas dire causalité, et inversement. Et la mythologie. Bah oui, mais c'est vrai que je suis con moi. Zeus qui se transforme en pièce d'or pour baiser une meuf, ou Moïse qui écarte la mer en deux,
ou encore Amaterasu, le dieu soleil des japonais, c'est vrai que ça va vachement aider à savoir comment l'être humain est. Et en vrai, le mec avec son livre, en fait, c'est le Zemmour de l'époque. J'ai vraiment l'impression, tu sais, il n'y a aucune corrélation scientifique, aucun fondement, c'est juste un gros semard qui veut déverser sa haine. Dans les deux cas, c'est la même chose. La blanche, la noire et la jaune. Si je me sers de dénominations empruntées à la couleur de la peau, ce n'est pas que je trouve l'expression juste ni heureuse, car les trois catégories dont je parle n'ont pas précisément pour trait distinctif la carnation, toujours très multiple dans ses nuances. Mais, à moins d'inventer moi-même des noms nouveaux, il faut bien me résoudre à choisir dans la terminologie en usage. La théorie de Gobineau ressemble à celle des couleurs primaires en peinture. En mélangeant du jaune et du bleu primaire, vous pouvez créer du vert, mais vous ne pourrez jamais recréer du jaune primaire en utilisant le vert. Mais c'est flingué comme explication de ce mec. L'explication elle est flinguée. Jaune et du bleu, et ben on fait du vert, mais avec le vert on peut plus faire de jaune et de bleu. Oui, mais tu peux faire d'autres couleurs. Et la vie elle est quand même plus belle quand il y a plein de couleurs. Déjà que sa théorie marche pas, mais en plus, même en étant dans son délire, bah c'est encore plus con parce que je sais pas, tu préfères avoir un monde où il y a que 3 couleurs toi? C'est quand même con, tu vois. Surtout qu'on s'emmerde à avoir des télés, des écrans, ce que tu veux, de plus en plus colorisés. C'était même un argument de vente dans les années 90-2000, en mode la nouvelle console avec plus de 170 couleurs, waouh. Bah tu vois que c'est cool les couleurs, connard. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec tes couleurs primaires, on n'est pas en art plastique. Gobineau, les trois races primaires peuvent se mélanger pour créer une multitude de races, mais plus elles se mélangent, plus elles se diluent, et elles sont condamnées à disparaître. Après on peut faire l'inverse aussi, hein. On peut dire que justement, à faire du bleu avec du bleu, bah ça reste du bleu et on se fait chier, et du coup bah y a plus que du bleu, et même, ouais d'accord, si jamais tu fais trop de mixité, de métissage, de diversité, blablabla, et ben effectivement, à force, il y aura plus de blanc pur, de noir pur, etc. Mais déjà, ben, c'est peut-être pas le cas, ça se trouve, hein. T'as sûrement des ancêtres qui sont pas blancs à 100%, tu vois. Au bout d'un moment, on n'est pas des sorciers dans Harry Potter avec le sang pur, tu vois, ça existe pas. Mais oui, moi ça me rappelle aussi dans le côté inverse, parce que d'accord, plein de métissage, peut-être qu'on enlèvera les blancs de base, etc. Ok, si tu veux, c'est con, mais si tu veux. Sauf que inversement, pas assez de mixité dans la reproduction, ça fait des immenses teubés quand même, parce qu'il y a quand même une dynastie espagnole qui s'est éteinte à cause de ça. Ils étaient tellement obsédés par le sang pur que les gars, c'est devenu des gros attardés. Désolé pour le mot si jamais vous êtes choqués, hein. Mais c'est devenu des trisos en puissance, les gars. Mais ils se ressemblaient tous, ils étaient devenus inféconds, etc. etc. Tu sais, ils se sont éteints comme des merdes parce qu'ils voulaient absolument pas se diversifier, se mélanger aux autres et de la même couleur de peau, hein. Non, non, eux, c'était vraiment que la famille, hein, vraiment, pour être sûr d'être le plus pur possible. Donc non, je suis désolé, la créolisation, pour reprendre les mots de JLM, c'est quand même mieux que de rester entre nous. Je sais pas. Les trois races primaires peuvent se mélanger pour créer une multitude de races. La race primaire a des caractéristiques particulières et inégales. Je n'hésite pas à reconnaître la race blanche pour supérieure en beauté à toutes les autres, qui entre elles diffèrent encore dans la mesure où elles se rapprochent ou s'éloignent du modèle qui leur est offert. Il y a donc inégalité de beauté dans les groupes humains, inégalité logique, expliquée, permanente et indélébile. Mais t'es au courant, frérot, que la beauté, c'est quelque chose de subjectif? Je sais pas, mais y a même un épisode de Kaamelott dessus, sur la musique, en mode où certaines constructions musicales au Moyen-Âge étaient considérées comme hérétiques et moches. Genre du Beethoven. Tu fais écouter des Beethoven au roi Arthur, il pète un plomb, il trouve ça dégueulasse. Les notions de beauté, c'est subjectif, ça a toujours été subjectif, et ce sera toujours. Genre tu peux pas dire, je n'hésite pas à reconnaître que la race blanche est supérieure en beauté. Mais tu trouves les blancs plus beaux, peut-être, et tu fais ce que tu veux, t'as le droit de trouver les blancs plus beaux, tu vois, on a tous des préférences, que ce soit en style de personne, couleur de cheveux, couleur de peau, mais il y a une différence entre avoir des préférences et faire une fixette là-dessus, et trouver que, non mais c'est objectif, les blancs sont plus beaux. Ah non frérot, je sais pas. Oh là, l'argument nul. Mais contrairement à la plupart des racistes de l'époque, Gobineau ne pense pas que tous les blancs sont parfaits, ni que tous les noirs sont inférieurs, par exemple. Lorsqu'il s'agit du mérite intellectuel, je me refuse absolument à cette façon d'argumenter qui consiste à dire « tout nègre est inepte ». Et ma principale raison pour m'en abstenir, c'est que je serais forcé de reconnaître par compensation que tout Européen est intelligent, et je me tiens à 100 lieues d'un pareil paradoxe. Bon bah au moins c'est déjà ça, on va dire, il est pas si con que ça. Bon, ça reste con, mais au moins il reconnaît ça. Et c'est déjà plus que Zemmour, encore une fois. Hein. Et c'est fou, mais plus on avance, et plus j'ai l'impression que les racistes de l'époque étaient moins débiles que nos racistes d'aujourd'hui, limite. Ça fait peur. Laissons donc ces puérilités et comparons non pas les hommes, mais les groupes.
La théorie de Gobineau est un suprématisme blanc qui admet que individuellement les non-blancs peuvent être supérieurs aux blancs, mais qu'à l'échelle raciale, les races les plus blanches seront toujours supérieures aux autres, selon Gobineau. Donc parmi les races blanches, Gobineau va mépriser les Auvergnats, qu'il trouve trop dilués, mais il va idéaliser la race aryenne qu'il considère comme ayant conservé le plus de sang originel. Génial, on commence déjà avec le nazisme. Wouh! Et on est qu'à 10 minutes de vidéo. Bon, il avait prévenu qu'on allait y arriver au bout d'un moment, mais quand même. Ouah, les Aryens, mes frérots, les Aryens. Bah oui, non mais c'est vraiment le futur de l'humanité, ça, hein, évidemment. Évidemment. On adore. Oh lolo. Il est crucial de comprendre la logique de Gobineau. L'objectif de son livre, ce n'est pas d'exalter la race blanche. Son but, c'est de montrer que le métissage entraîne la dégénérescence des races humaines. Il ne croit pas du tout que l'on puisse sauver ou faire renaître les races primaires. Il n'y a pas à détourner le mal. Il est inévitable. La sagesse ne peut que prévoir et rien davantage. Le racisme de Gobineau est extrêmement pessimiste, presque dépressif. Il ne se doute pas que son œuvre pourra servir de base au projet nazi de renaissance de la race aryenne. Eh bah merci Bobineau pour les nazis, on va dire. Je suppose. À l'époque, la théorie de Gobineau est rapidement rendue obsolète, car en 1859, un homme va révolutionner les sciences en publiant De l'origine des espèces. Cet homme s'appelle Charles Darwin. Quel est le rapport entre Darwin et le racisme ? L'idée de Darwin, c'est que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un ou plusieurs ancêtres communs. Il ajoute que cette évolution est due au processus de sélection naturelle. Grâce à cette théorie, il démontre que l'homme fait partie du règne animal. C'est une révolution. Pour trouver des preuves, Darwin a voyagé autour du monde pendant 5 ans en suivant les routes coloniales européennes à bord du Beagle. Et on lui a bien cassé les couilles à Darwin hein, pour ça. Hein? Ah ouais, en termes de comment ça, on est des animaux, gna gna gna, n'importe quoi, je suis pas une autruche. Et j'en ai vu, hein, même aujourd'hui, j'en vois. C'est des gens, quand je leur dis, mais on est des animaux, c'est juste qu'on a évolué différemment et tout. Ils me disaient, je ressemble pas à un singe, je suis pas un singe. On dit pas que t'es un singe, on dit que on a un ancêtre en commun avec le singe, c'est pas ça. Et même aujourd'hui, il faut expliquer, tu me diras, aujourd'hui, il faut expliquer à certaines personnes que Adolphe, il était pas de gauche. Donc vraiment, on part de loin. Sa théorie permet de penser l'évolution des espèces dans une logique de progrès ou d'extinction. Certaines espèces vont s'améliorer tandis que d'autres vont disparaître par un processus naturel et donc juste. Sauf que Darwin applique aussi cette logique à l'espèce humaine. Dans un de ses récits, il essaye de condamner la cruauté des colons qu'il croise pendant son voyage. Il dit « Partout où l'Européen porte ses pas, la mort semble poursuivre les indigènes. Les variétés humaines semblent réagir les unes sur les autres de la même façon que les différentes espèces d'animaux, le plus fort détruit toujours le plus faible. » On voit clairement que la pensée de Darwin se déploie dans un contexte colonial et raciste. Il cherche à expliquer pourquoi les Blancs éradiquent et exploitent d'autres humains sur la planète. Pendant son voyage, il rencontre des Fuégiens, un peuple autochtone d'Amérique du Sud. Il dira « Je ne me figurais pas combien est énorme la différence qui sépare l'homme sauvage de l'homme civilisé. » Il considère les peuples colonisés comme des fossiles vivants de l'humanité, comme s'ils s'étaient arrêtés dans l'évolution. Ah ouais, mais il croit que ces formes arriérées d'humanité peuvent évoluer avec l'aide des colons blancs. Sur ce point, Darwin n'a aucune preuve solide, il ne fait que donner son avis dans un contexte colonial où sa société, la société anglaise, cherche à justifier les horreurs de la colonisation. Eh ben ça va trouver, ils l'ont trouvé la justification de la colonisation. Darwin le dit lui-même. Oui, ils sont restés en arrière, ils sont pas civilisés, mais avec l'homme blanc, ils peuvent apprendre. Bah voilà, on a la justice. On va pas coloniser pour le coton, pour les diamants, pour les terres. Attends, on n'est pas comme ça, nous. On va coloniser pour leur apprendre la civilisation occidentale. Oh oui, bébé. Et oui, la civilisation occidentale, c'est pour ça qu'on va les coloniser, pour leur apprendre, parce qu'on est tellement gentils. Au passage, on va peut-être prendre quelques petits trucs, tu vois, mais comme ça, ils en ont pas besoin pour l'instant, genre le pétrole, le diamant. Bon, le pétrole, à l'époque, il y en avait pas, mais t'as compris. Le pétrole, les diamants, le peuple aussi, hein, pendant qu'on y est, parce qu'on en a besoin pour nos champs de coton, attends, tu comprends, mais c'est pour les civiliser, attention. Cependant, tous les racistes ne sont pas d'accord avec Darwin. Par exemple, Gobineau va critiquer complètement l'idée que les espèces évoluent. Il faut donc bien comprendre la différence entre le racisme de Gobineau et celui de Darwin. Gobineau propose des races humaines primaires qui ne peuvent que se dégrader par le métissage, tandis que Darwin propose que les races évoluent dans le temps en progressant vers une meilleure version d'elles-mêmes, donc vers l'homme européen, quitte à ce que les races les plus faibles disparaissent. Alors, vous êtes team quel racisme, les gens? Plutôt Gobineau ou plutôt Darwin en racisme? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est dur quand même, hein, la vidéo, on va pas se mentir. Entendre autant de conneries à la seconde, j'ai l'impression de rallumer ces news. Dans la logique de Gobineau, le racisme est donc pessimiste, et dans celle de Darwin, le racisme est progressiste et évolutionniste. Cette idée résonne avec l'anthropologie de l'époque qui théorise depuis quelques années l'évolutionnisme social. Nous sommes en 1895. Selon l'anthropologue Herbert Spencer, les luttes civiles, les inégalités sociales et les guerres de conquête ne sont rien moins que l'application à l'espèce humaine de la sélection naturelle. Donc là, il est en train de dire, le frérot, que tout ce qui est lutte civile, inégalité, guerre, tout ça, tous les
plus grands fléaux de l'humanité, les trucs pour lesquels les gens se battent pour avoir des meilleures conditions de vie, de travail, de la dignité humaine et tout, c'est juste de la sélection naturelle. C'est pas parce qu'il y a des possédants qui possèdent et qui exploitent les gens avec de l'aliénation, etc. machin. Non, bah non, oublie tout ça, oublie. Brûle ton livre de Karl Marx, brûle tout ça, ça sert à rien. C'est juste de la sélection naturelle. Mais c'est incroyable, putain. Pourquoi on se fait chier? Pourquoi on se fait chier à vouloir plus de droits, plus de lutte, plus d'égalité et d'équité entre les peuples et les gens? Non, on s'en fout, c'est de la sélection naturelle. Ah ça d'être libertarien le gars, hein. Vraiment. Spencer est une sorte de rival de Darwin. Pourtant, il propose une explication biologique aux différences entre les sociétés humaines. Les peuples les moins adaptés à la lutte pour la survie seraient restés figés au stade primitif et pourraient disparaître naturellement s'ils rencontrent des peuples civilisés. Avec d'autres anthropologues comme Taylor, Morgan et Fraser, il propose des frises d'évolution de l'humanité divisées en 3 stades. Le stade sauvage avec l'utilisation d'outils en bois, la vie de chasse, de cueillette, le stade barbare avec la maîtrise de techniques plus avancées comme la métallurgie, et le stade civilisé, monothéiste avec une maîtrise des techniques avancées et de l'écriture. Ce genre de frise est complètement absurde et fausse, car en réalité toutes les sociétés évoluent en même temps. Et oui, le temps ne s'arrête pas, donc les Kanaks ou les Maasai ne sont pas figés dans le temps, ils ont simplement évolué différemment des colons européens. Surtout qu'en plus, ce qui est assez ironique, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui appellent à retourner à quelque chose à l'ancienne, que ce soit chez les conservateurs ou les progressistes. Hein. Chez les conservateurs, c'est parce que c'était le bon vieux temps, ma bonne dame, retournons autour des croisades. Et chez les progressistes, c'est plus pour rappeler un truc de moins de consommation, la surconsommation liée au capitalisme, c'est l'enfer écologiquement et socialement, humainement, et donc aller à quelque chose de plus simple et retour à la nature sans vouloir du profit à tout prix, ce serait bénéfique à la fois pour nous et pour la planète. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir qu'on revient de plus en plus à quelque chose de plus à l'ancienne, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas parce qu'une civilisation, elle évolue d'une manière différente d'une autre qu'elle en est moins bien. Je veux dire, encore une fois, c'est les Arabes qui ont inventé les chiffres. C'est par la Chine qu'il y a eu certaines avancées, tu vois, genre le billet de banque. Bon, c'est pas une bonne avancée, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Genre, chaque civilisation avance d'une manière différente, et selon ses besoins, et selon le terrain, selon plein de choses en fait. Ça veut pas dire qu'elle est moins bien. Enfin, je sais pas, pour moi c'est logique. En fait, les théories des anthropologues de l'époque sont complètement faussées parce que leur but est d'expliquer la domination blanche. Ils prennent l'histoire européenne comme référence unique et affirment que toute l'humanité va évoluer de la même manière que les colons blancs. Et c'est toujours ça le problème en vrai, c'est toujours ça, c'est juste qu'on se met, et même aujourd'hui, hein, on se met beaucoup trop de notre point de vue à nous, genre c'est le point de vue de base, que ce soit le point de vue de la société en général occidentale, ou même de façon plus précise en étant un hétéro blanc cisgenre, tu vois. C'est que on part trop facilement du principe que notre point de vue, c'est le point de vue de base, et que c'est à partir de là qu'on doit commencer. Sauf que non, en fait, tous les points de vue se valent, et c'est pas parce que moi j'en ai un que le tien il est pas non plus pertinent de ton point de vue. Après, est-ce que le point de vue qui veut enlever des droits à d'autres êtres humains est valable? Je sais pas. Après, par contre, est-ce qu'il est dégueulasse? À mon sens, oui. Leur théorie nie la diversité des cultures et des évolutions possibles. C'est de l'ethnocentrisme à son maximum qui permet de justifier les génocides et les exterminations coloniales. Les races faibles et moins développées ne seraient naturellement pas adaptées à la vie face à la race blanche supérieure. Ça me rappelle quelque chose ça dernièrement avec les méchants d'un endroit qui sont à peine des êtres humains, du coup ça justifie qu'on les génocide dans un certain pays qui a été colonisé, qui dure depuis plus de 60 ans. Ça me rappelle quelque chose, hein, je sais pas pour vous, mais un petit Roland historique, comme ça. On peut donc les éliminer, les exploiter, détruire leur culture et les forcer à s'assimiler au modèle européen. Mais cette théorie, elle manque de preuves. Elle va facilement être balayée par les recherches scientifiques. Je vous recommande de lire le texte « Race et histoire » de Claude Lévi-Strauss. Et si vous n'aimez pas lire, allez voir la vidéo d'Ethnochronique intitulée « Le problème de l'évolutionnisme ». Vous aurez tous les arguments. Pourtant, les gouvernements coloniaux européens vont quand même diffuser massivement les idées de l'évolutionnisme, car elles permettent de justifier une nouvelle forme de racisme qu'on va appeler la mission civilisatrice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui est horrible, c'est qu'on le fait encore aujourd'hui, tu vois, des trucs qui sont fondamentalement faux, qu'il n'y a aucune consistance scientifique, ça va continuer à être utilisé parce que c'est un argument de raison, tu vois, un argument logique. Genre, un homme, ça reste un homme. Même si c'était une femme, ça reste un homme. Et les couples gays, ils peuvent pas avoir d'enfants, donc c'est pas naturel pour une enfant. Alors que même là, ça marche pas parce que il y a des couples gays dans le règne animal qui s'occupent d'enfants parce que les parents sont
sont morts, ça s'est déjà vu, et je vous renvoie aux vidéos de Cassandre pour ce qui concerne l'identité trans, je vous compte, enfin, bref. Enfin, c'est pour dire que même aujourd'hui, on utilise des arguments, que ce soit raciste, transphobe, LGBT-phobe, ce que tu veux, pour justifier de la merde, alors qu'on sait qu'ils sont faux et qu'ils n'ont aucune rigueur scientifique ou sociologique. Et pourtant, ça continue à être utilisé. Et vous verrez que dans 200 ans, si jamais le monde est encore là dans 200 ans et qu'on va pas tous crever, bah il y a des gens, ils vont faire ce genre de vidéos en parlant de notre histoire, et il y a des petits cons comme moi qui seront en mode « Putain, ils étaient cons il y a 200 ans quand même, hein », en parlant de nous. La mission civilisatrice part d'une idée raciste et évolutionniste. Très simple, la civilisation européenne blanche serait au sommet de l'évolution humaine, et si l'humanité évolue, cela signifie que les races inférieures peuvent atteindre le même niveau de civilisation ou de développement que la race blanche. En 1885, à l'Assemblée nationale française, Jules Ferry, l'un des plus grands promoteurs de la colonisation française, prononce une phrase marquante. « Je crois que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. » À l'Assemblée, tout le monde sait que Ferry essaye surtout de protéger les investissements de ses amis des lobbies coloniaux. Oh bah tiens, bizarrement, derrière cette pseudo-compassion de non, mais nous on veut aider tout le monde, c'est juste, faut qu'ils deviennent des vrais bons français, faut qu'ils deviennent aussi civilisés que nous, eh ben en fait c'est juste pour protéger son lobby et ses intérêts pécuniaires. Encore une fois, ça me dit quelqu'un, une meuf avec son père borgne et son gendre qui s'est chié dessus, qui disent des trucs genre non mais nous on n'a rien contre les arabes en soi, c'est juste faut qu'ils s'intègrent, on n'est pas contre les arabes ou les noirs, on est juste pour la priorité nationale. Mais bizarrement ça me rappelle quelqu'un, cette façon de voir les choses, de justifier ses intérêts personnels par une mission pour apprendre aux gens et pour aider la population. Putain c'est beau, je vais chialer. Clémenceau lui répond « Races inférieures, c'est vite dit. Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares. Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, la patrie des droits de l'homme ?» Merci Clémenceau, merci. Sur le coup, tu es un bon. Je connais pas assez ce que t'as fait, mais merci. Putain, oui. Moi j'adore, hein, mais tu sais, encore une fois, ça me rappelle quelque chose qui dure depuis plus de 60 ans, avec un peuple soi-disant barbare qui se fait exterminer par des soi-disant civilisés, tu vois. Qui est le barbare et qui est le civilisé dans ce truc? Quand tu vois les horreurs qui se passent, mais même avec les États-Unis, hein, quand ils sont allés en Irak, tout ça, mais c'est qui les barbares et les civilisés dans l'histoire finalement? C'est qui fait des crimes, qui fait des atrocités au nom du progrès? Putain, mais si c'est ça le progrès, tu m'étonnes qu'il y en a, ils en veulent pas, hein. Vous voyez que c'est un vieux débat, toujours d'actualité aujourd'hui. Pourtant, grâce au soutien financier du parti colonial, l'idée de la mission civilisatrice va être diffusée au grand public français. Ils vont créer des associations de propagande coloniale et utiliser l'éducation nationale, les livres d'histoire, les zoos humains, les monuments coloniaux et les affiches pour promouvoir et diffuser cette idée. Pour comprendre le fonctionnement concret de la mission civilisatrice, il faut se replacer dans le contexte. Et le pire, moi je suis sûr, c'est qu'il y a des gens de bonne foi hein, en plus, c'est sûr, qui se sont dit, c'est des gens du peuple, hein, des gens comme toi, comme moi, qui à l'époque se disaient non mais c'est logique en fait. Genre nous on a une civilisation plus grande parce que encore une fois on se met de notre point de vue et jamais du point de vue de l'autre, mais donc du coup c'est pour les aider, et du coup ça passe, et tu te sens être le gentil de l'histoire en plus, c'est ça le pire. Au début du 19e siècle, les révoltes d'esclaves ont forcé les puissances coloniales à abolir l'esclavage. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les puissances coloniales vont chercher à se reconstruire en colonisant l'Afrique et l'Asie. Mais sur place, il y a des royaumes bien structurés et des civilisations complexes. Il est impossible de justifier la colonisation avec un racisme aussi basique comme celui des esclavagistes. Les colons doivent trouver un nouveau prétexte. En Afrique, ce prétexte va être la lutte contre l'esclavage, car beaucoup de royaumes africains continuent d'utiliser des esclaves. Les colons blancs vont alors expliquer qu'ils doivent éradiquer l'esclavage et la barbarie dans le monde. C'est les mecs qui ont esclavagé les noirs pendant des années, qui maintenant disent « Non mais on veut coloniser l'Afrique, mais c'est pour enlever l'esclavage, donc on est gentil. » C'est quoi ce foutage de gueule, putain? Tu sais, c'est comme quand l'extrême droite se plaint qu'il y a un mec arabe qui a tapé un mec blanc. Mais vous avez vu le nombre d'attentats et de ratonnades, etc. que font l'extrême droite? Regardez-vous dans un miroir avant de parler des autres, les frérots. La conquête coloniale qui commence va avoir un fondement raciste, très progressiste et humanitaire. C'est la mission civilisatrice. Bien sûr, tout ça n'est qu'un prétexte. En réalité, les empires coloniaux sont en concurrence pour exploiter les ressources du monde à leur profit. Et ça, c'est un truc qu'on a vu même dans les années 80, tu vois. Les années 80 qui étaient une période assez de transition hein, dans l'histoire de l'humanité en règle générale, mais surtout occidentale, bien sûr, parce que bah, on est du point de vue occidental. Les années 60-70, c'était beaucoup des années de lutte, des années d'ouverture, de progressisme, les mouvements hippies, anti-guerre du Vietnam, mai 68, etc., etc. Les mouvements ouvriers, toute cette période. Et les années 80, ça a été les années de désillusion partout dans le monde. Et on l'a vu, les années
années 80, ça a beaucoup échoué. En fait, tout ce qui était révolution humaniste, les hippies, etc. C'était les premières grandes désillusions, c'était le fait que les gens... Aussi, les gouvernements de gauche, etc. Il y en a, ils ont trahi, il y en a, ils étaient pas vraiment de gauche dès le début, etc., etc. Et ça fait qu'on est passé de vouloir changer le monde à l'humanitaire en fait. Les années 80, c'est vraiment le délire de We Are the World ou de Coluche avec ses restos du cœur, etc. Qui sont très nobles en soi. Attention, hein, c'est des actes en soi qui partent d'une bonne intention, mais qui sont que des pansements pour un truc qui est grave de base. Et l'État va justifier le fait de soit rien faire ou soit d'en faire le moins possible parce qu'il y a ces assos. Et moi ça me fait un peu penser à ça, dans une autre mesure évidemment, hein. C'est pas la même chose mais il y a corrélation je trouve. Tout le côté, non mais on les aide avec notre humanitaire, au lieu de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire à la source, plutôt que juste mettre un pansement sur une plaie ouverte, tu vois ce que je veux dire? Les colons européens vont détruire les systèmes d'apprentissage locaux et imposer l'éducation coloniale pour enseigner la suprématie blanche et le racisme à tous les enfants du monde, mais aussi en Europe, car il faut d'abord convaincre les opinions publiques blanches des bienfaits de la civilisation occidentale. En plus de cette éducation raciste, les colons vont diviser les peuples colonisés en ethnies. Ils vont donner du pouvoir politique à certaines ethnies et en discriminer d'autres. Grâce à cette ethnologie raciste, ils vont diviser les sociétés colonisées pour mieux les dominer. En France, c'est Joseph Gallieni qui va théoriser cette politique de race dans son livre sur la pacification de Madagascar, paru en 1896. De nombreux conflits ethniques qui existent aujourd'hui sont le résultat de cette division raciale organisée par les colons européens. Et après, on se demande pourquoi les peuples d'Afrique, arabes, etc. sont vénères et sont particulièrement vénères contre les occidentaux. Peut-être parce que ce soit l'Europe ou les États-Unis, on a joué avec eux comme si c'était des petits pions dans notre partie de civilisation ou de risque. Et qu'au bout d'un moment, à force de jouer les apprentis sorciers de manière égoïste pour notre propre profit, et au bout d'un moment, ça pète et les gens, ça fait... Il y a des conséquences en fait, il y a des conséquences pour les gens. Tu peux pas faire en sorte que deux ethnies, deux peuples qui habitaient à côté et qui s'entendaient plus ou moins bien, mais que ça allait, les faire se foutre sur la gueule et pas s'attendre à des répercussions sur le long terme. Tu sais, c'est comme tu rases la forêt d'Amazonie, bizarrement il y a plus les poumons de la planète, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même genre là. Enfin je sais pas, l'irresponsabilité des gens, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, en étant égoïste au point de se dire vas-y on fait tout pour nous, on pense pas sur le long terme et après on s'étonne des répercussions et en plus on va dire regardez les arabes ils sont méchants, les noirs ils sont jamais contents. Mais je sais pas, peut-être parce qu'il y a une colonisation, peut-être parce que au bled les gens quand ils retournent au bled, les français noirs ou arabes qui retournent au bled pour les vacances, peut-être que leur oncle, leur grand-mère qui leur raconte des histoires, ils voient les horreurs qui se passent là-bas, la vie des gens qui est dure et qui est en grande partie due aux Européens qui ont colonisé, qui ont pillé le pays, qui ont mis leurs petits dictateurs, leurs pions là à la tête de certains gouvernements pour continuer à coloniser le pays en faisant genre ils les ont libérés. Moi je comprends que les gens, il y en a, ils pètent un câble, tu vois, c'est logique. Et tant qu'on n'assumera pas ça, et tant qu'on n'ira pas de l'avant vis-à-vis de ça, et tant qu'on rendra pas leur dignité et aussi, accessoirement, leur bien à ces pays-là, déjà, rien que ça c'est le minimum. Déjà rien que sans ça, ça part mal. Et tu m'étonnes que les gens pètent un câble. Le meilleur exemple, c'est le Rwanda avec les Hutus et les Tutsis, deux catégories instrumentalisées par les colons belges jusqu'à engendrer un génocide. Mais attention, bien sûr, la xénophobie existait déjà avant la colonisation. Il y avait des guerres et des systèmes de domination. Mais les colons vont lui donner une dimension raciale en figeant les ethnies, comme s'il s'agissait de races différentes, alors qu'en réalité, les sociétés précoloniales se mélangeaient beaucoup plus facilement. Mais tu sais, c'est comme si nous, imagine, c'est l'inverse. C'est les Africains qui sont la civilisation dominante et les Européens qui sont la civilisation dominée. C'est un peu comme nous, les Bretons et les Normands, ils s'entendent pas, ou les Français et les Belges, mais ils s'entendent pas, tu vois, il y a des petites guerres, mais rien de racial en soi, ou même les Français avec les Allemands, tu vois. Il y a des guerres, ou les Français avec les Anglais, enfin les Français avec le monde, quoi. Mais il y a des guerres, ok, d'accord, mais rien de racial. Et c'est comme si les Africains faisaient en sorte que vraiment on se déteste premier degré en mode haine viscérale, tu vois. C'est ce qu'on a fait avec l'Afrique, c'est dégueulasse. Les colons blancs ont donc créé une vision du monde qui divise les humains en races hiérarchisées. Ils vont ajouter des lois pour exploiter et discriminer ces races inférieures. En France, on va publier le Code de l'indigénat en 1887. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire que le but recherché est davantage une agonie continuée qu'une disparition totale. Cette culture se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression. L'indigénat va permettre de figer les cultures colonisées dans le temps, rendant impossible l'adaptation des sociétés colonisées au changement. Oh bah tiens, c'est ironique, eux qui disaient qu'ils voulaient faire ça pour aider les peuples autochtones à devenir civilisationnels, en fait ça les empêche d'évoluer. Oh bah putain, qui l'eût cru?
Hein? Qui l'eût cru? Vraiment, je suis abasourdi, quoi, hein, vraiment. Oh putain, et ça m'énerve cette vidéo. À la fois elle est passionnante, mais à la fois c'est énervant. Les colonisés vont être détruits psychologiquement. D'un côté, leurs cultures sont momifiées par leurs ennemis, et de l'autre, ils savent qu'ils ne pourront jamais être suffisamment français pour s'assimiler et obtenir l'égalité avec les Blancs. C'est ça aussi le truc, c'est que déjà c'est dégueulasse de dire à un peuple comment il doit vivre, que sa culture elle est inférieure, etc. Je sais pas quoi. Mais en plus, les règles elles sont pipées dès le départ quoi. Dans le sens où ouais, évidemment que si t'es noir, si t'es asiate, ce que tu veux, surtout à l'époque et même encore un peu aujourd'hui, ben t'auras, même encore pas mal aujourd'hui, t'auras moins de chances qu'un blanc. Il suffit de voir les chiffres, hein. Si jamais t'as pas un nom de famille français, t'as beaucoup plus difficilement de travail, on va plus difficilement te donner un appartement, enfin te louer un appartement, etc. etc. Donc c'est ça le truc, c'est que même dans leur logique de non mais il faut les aider à s'élever, à devenir meilleurs, aussi bien que les blancs, même s'ils y arrivent, même s'ils sont aussi blancs intérieurement que toi, eh ben ça va pas marcher et vous n'allez pas les accepter de façon égale à vous, même là, donc arrêtez de faire genre. Ils n'ont aucun espoir de liberté. Je vous recommande de lire Portrait du colonisé d'Albert Memmi ou bien Les damnés de la terre de Frantz Fanon pour bien comprendre ce système. Malgré tout, certains colonisés réussissent à maîtriser le français, à obtenir des postes à responsabilité et à s'assimiler autant que possible. Nous sommes au début du XXe siècle. Parmi les Noirs, je pourrais vous parler de Blaise Diagne, de Gratien Candace, de René Maran, de Gaston Monerville, Blaise, c'est moi, ouh, de Lamine Senghor, d'Aimé Césaire, même de Paulette Nardal. Mais il y a des milliers d'autres exemples, des Tonkinois, des Malgaches, des Algériens, des Kanaks, qui ont cru en l'assimilation. Ils ont cru que la France donnerait l'égalité à celles et ceux qui parviendraient à s'assimiler. et ça c'est triste de ouf je trouve, hein. Je sais pas pour vous mais je trouve ça tellement triste qu'ils aient vraiment cru que jouer la règle des blancs, jouer la règle de l'Europe, ils allaient avoir une chance. C'est comme quand il y a eu la guerre de sécession et qu'ils pensaient naïvement les noirs qu'après l'esclavage ça y est ils seraient libres. Alors oui libres, mais libres de crever la dalle, mais en tout cas pas égaux aux blancs quoi. Et ça qui est horrible, c'est que y en a ils ont cru à leurs mensonges, y en a ils ont vraiment cru que si jamais on jouait les règles de la société blanche, eh ben ils allaient s'en sortir. Mais on sait très bien que non, ou si certains mais tellement peu, une minorité quoi. Mais non, ils ont très vite compris que la mission civilisatrice n'était qu'un prétexte pour justifier le racisme et l'exploitation coloniale. Alors partout, les non-blancs se sont organisés pour dénoncer le racisme. C'est le début de la négritude, du panafricanisme et des idées d'indépendance au Liban, au Tonkin, en Algérie, au Mali. Et oui, après on s'étonne que les gens, finalement, ils se rebellent. Alors, ils étaient là, peinards, à faire leur vie, on vient les emmerder, on les met en esclavage, on arrête de les mettre en esclavage, on dit oui, on va vous civiliser, comme ça vous serez égaux avec nous. Et même quand ils jouent le jeu, ça marche pas, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, ben l'insurrection, c'est le seul moyen quoi. Ça me paraît logique. Et après on va s'étonner que ce soit en Kanaki, que ce soit en Algérie, que ce soit en Inde, ce que tu veux, on va s'étonner qu'il y a eu des gens qui s'énervent en mode ouais là vous foutez un peu trop de notre gueule. Bizarrement. Bref, il faut comprendre une chose. Les gouvernements français n'ont jamais admis qu'ils étaient racistes. Comme le racisme se manifestait principalement dans les colonies, les Français de métropole faisaient semblant de ne pas le voir. Ils ont donc accusé les antiracistes d'importer des idées américaines ou de vouloir détruire l'unité de la nation française. Putain, mais c'est exactement la même chose en ce moment. C'est exactement la même chose en ce moment avec les racistes, les CNews et compagnie, l'extrême droite qui dit bande de woke qui allait trop sur les vidéos américaines ou qui regardait suçait trop les universités ricaines. Et ça en oubliant que les universités ricaines, eh ben, elles se sont d'abord inspirées, enfin les universités progressistes ricaines, se sont d'abord inspirées des penseurs français comme les Lumières qu'il y a eu après. Mais c'est exactement la même chose putain. Le truc de non mais de toute façon vous copiez les États-Unis. Oh là là l'enfer, ça s'arrêtera donc jamais. Ainsi, les voix des colonisés noirs, maghrébins, asiatiques, antillais ou océaniens français ont toujours été étouffées, combattues et minimisées. La première loi antiraciste française va concerner principalement les juifs et les blancs. Je m'explique. Comme nous l'avons vu dans ma précédente vidéo, l'une des premières formes de racisme a été l'anti-judaïsme, une discrimination religieuse contre les fidèles de la foi juive. Avec le développement des théories raciales, les Européens ont inventé la notion de race juive qu'ils ont appelée de manière absurde la race sémite. En fusionnant l'anti-judaïsme et le racisme, ils ont créé l'antisémitisme, faisant des juifs non seulement des fidèles de la foi juive, mais aussi une race transmettant la judéité génétiquement. Au début du XXe siècle, l'antisémitisme devient un courant de pensée revendiqué par de nombreux partis politiques. Ce racisme fonctionne différemment des racismes coloniaux. Il ne sert pas à justifier l'exploitation coloniale des juifs, il sert à isoler les populations juives dans les sociétés européennes et à en faire les boucs émissaires de tous les problèmes. Et là tu vois que ça, en fait, c'est la dégénérescence du racisme. Parce que le racisme de base c'était déjà horrible, surtout pour justifier de coloniser les gens, mais au moins il y avait une logique derrière, tu vois, il y avait
logique de production, d'accaparation, etc. Mais l'idée a tellement été mise dans la tête des gens que maintenant il y a des racistes de plus en plus qui sont juste racistes parce que parce qu'ils aiment pas, ils voient un noir, ils aiment pas. Ah gna gna, pas de noir. Et pareil pour les antisémitistes, hein. Ah gna gna, ou ce que tu veux, hein, on s'en fout. Et il y a même pas de vraie raison. C'est terrible, c'est oh là là, mais c'est de pire en pire le racisme. Putain, on pourrait pas. Oh là là. J'ai limite envie de retourner à l'époque où on était juste xénophobes, tu sais. L'horreur. À isoler les populations juives dans les sociétés européennes et à en faire les boucs émissaires de tous les problèmes. Un fonctionnement qui rappelle aussi l'anti-tsiganisme par exemple. En 1939, la loi Marchandeau est décrétée en France. C'est la première loi contre le racisme. La poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. On est en 1939. C'est tellement pas vieux ce genre de loi, mais c'est ça qui est terrible de se dire que t'as l'impression qu'on a fait tellement de chemin alors qu'en fait c'était il y a pas si longtemps. En réalité, cette loi vise à condamner l'antisémitisme diffusé par les nazis étrangers dans la presse française. Elle ne lutte pas contre l'antisémitisme très profondément ancré en France. Encore une fois, on fait comme si le racisme venait de l'extérieur. Cette loi, elle ne lutte pas non plus contre le racisme colonial, car ce racisme n'est pas considéré comme un problème. Pire encore, en 1963, en Martinique, des hommes blancs tabassent une jeune femme noire portant un tricot qu'ils pensent réservé aux blancs. C'est l'affaire des tricots qui va engendrer des manifestations massives de Martiniquais. Certains journaux communistes dénoncent cette agression raciste. Ils sont immédiatement condamnés grâce à la loi Marchandeau. Leur crime, avoir dénoncé le racisme et donc attisé la haine contre la population blanche. Putain, mais déjà à l'époque, on disait oui, les antiracistes, ce serait pas eux les vrais racistes. Putain, mais c'est fou. Toutes les techs pétées d'aujourd'hui, on les avait déjà dans leur version primaire dans les années 30, 60. C'est terrible. Quand est-ce qu'ils vont apprendre les racistes? Arrêtez, vous êtes cons. Comme toujours, l'idée de racisme anti-blanc n'est qu'un outil pour réprimer les colonisés. D'ailleurs, il est temps d'étudier le seul exemple de politique raciste systémique qui va frapper et choquer les populations blanches. Il est temps de parler d'Hitler et de l'Allemagne nazie. Au départ, Hitler est un homme assez misérable qui a échoué dans sa carrière d'artiste. Il vit de foyer en foyer et il vend quelques peintures dans la rue. C'est un pessimiste, il est fasciné par le fascisme italien de Mussolini. Il puise dans toutes les théories racistes de l'époque pour imaginer son rêve, une nation allemande dominant le monde entier. Il s'inspire de Gobineau dont le livre est devenu une référence parmi les antisémites et les racistes allemands. Gobineau défend l'idée de la pureté du sang et de la supériorité de la race aryenne sur le reste des races en train de dégénérer. L'aryen est donc supérieur aux autres hommes, principalement dans la mesure de son intelligence et de son énergie. Et du coup, racisme, alors, Dodolphe, là, il est pas du tout supérieur aux autres, hein, si on suit sa propre logique. Mais même enfant, c'était un truc qui m'a beaucoup choqué de me dire que le mec, il était sur la suprématie des blonds, blancs, yeux bleus, forts, musclés et tout, alors que lui, il est petit, cheveux bruns, yeux marrons. Même enfant, je trouvais ça con. Hitler pense qu'il est possible et nécessaire de sauver la race aryenne. Il s'appuie sur les théories évolutionnistes, malgré leurs contradictions avec la pensée de Gobineau. Il emprunte également aux idées eugénistes de l'anglais Francis Galton, qui prône la reproduction sélective pour créer une humanité meilleure, quitte à éliminer ou stériliser les éléments jugés les moins utiles. Bah oui, faisons ça, allons-y. Faisons de la reproduction comme si on était des putains de caniches. D'ailleurs, la sélection, la reproduction par croisement, etc., c'est vrai que ça marche super bien, hein. Quand on veut la race la plus pure possible, et tu regardes même dans le monde animal, hein. Je suis désolé, mais vous avez jamais remarqué, et ça c'est factuel, c'est véridique, hein, c'est pas moi qui sors ça de mon cul, mais les pures races, chez les chiens, je sais pas pour les chats, mais chez les chiens, ça c'est sûr, c'est les plus faibles. Ils sont malades tout le temps, ils ont une santé de merde, alors que les croisements, les bâtards, eh ben ils ont une meilleure santé, tu vois. Donc même dans leur logique de merde, il faut un minimum de mélange, tu vois, je sais pas. Genre, encore une fois, le truc des Espagnols qui sont devenus tellement consanguins que la lignée s'est éteinte. Même dans le monde animal, on le voit que trop vouloir quelque chose de pur, ça le rend ultra fragile. Alors que le mélange, ça permet justement d'avoir quelque chose de plus solide. Même si on part de leur point de vue de avoir la race la plus supérieure possible, ce que tu veux, c'est débile, leur truc. Et ça, en plus de tout ce que ça implique en termes de morale, humaine, etc. Tout le racisme créé par les puissances coloniales blanches se retourne brutalement contre elles. Aimé Césaire disait « On s'étonne, on s'indigne, on dit « Comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. » Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité.
que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable. C'est marrant, hein, mais tout son truc là sur le racisme d'Aimé Césaire, ça vous rappelle pas un peu tout ce qu'il y a avec CNews, le racisme ordinaire et tout? Tu sais, genre les macronistes ou le PS qui s'insurgent en mode oh là là, franchement, l'extrême droite, c'est pas bien, mais bon, ça leur passera après tout, c'est pauvre, tu vois ce que je veux dire? Je pense parfois qu'en fait, on parle de sélection non naturelle comme si l'homme se considérait au-dessus de celle-ci, la prétention humaine, on va sauver le climat, on va préserver une espèce. Non mais ça, on est très prétentieux, très prétentieux, mais d'un côté, faut aussi avoir conscience de notre pouvoir. On a buté tellement d'espèces à nous tout seuls, la 6ème extinction de masse, c'est pas mal de notre faute, tu vois ce que je veux dire? Et en règle générale, l'homme, enfin à mon sens, hein, l'homme ne devrait pas se considérer au-dessus du reste, mais par contre devrait avoir conscience, malgré tout, de son pouvoir sur son environnement. Et oui, pour revenir à ce que je disais par rapport à cette phrase d'Aimé Césaire, ça me rappelle vraiment le climat ambiant de ce qu'il y a en ce moment, tu vois, en France. Avec le racisme décomplexé, on se met des œillères, avec plein de gens qui votent RN en mode non mais c'est pour sauver le pays et tout, sans se rendre compte que même eux ça va les foutre dans la merde, parce que comme le nazisme en fait, les gens ils étaient en mode c'est pour sauver le pays, c'est pour sauver la patrie et tout, sauf que ça les a foutus dans la merde eux-mêmes. Il y a eu des guerres, il y a eu la 2e guerre mondiale, hein, je vais pas vous apprendre l'histoire, il y a eu des gens que t'aimais bien toi en tant que pote, mais ah pas de chance il était juif, donc allez on va faire un petit tour en train, etc etc. Et c'est pareil là, tu vois, on ferme les yeux, on fait genre le racisme il augmente pas, alors qu'il suffit juste de voir une émission télé d'il y a 10 ans versus une émission télé de maintenant pour se rendre compte à quel point ça a imprégné les mœurs en règle générale, tu vois. Et moi ça me terrifie. De notre faute, je ne nous blâme pas, en fait on est une espèce qui ne vit pas en équilibre avec son biome. Donc pour ne pas citer l'agent Smith, on a un comportement d'espèce invasive. On va pas détruire le monde, on va juste le façonner et l'utiliser pour nous. Bah ouais, mais le problème c'est que comme on est dans une logique capitaliste, eh ben le fait de la façonner et l'optimiser pour cette logique là, au bout d'un moment les ressources elles vont manquer. Au bout d'un moment on peut pas aller toujours plus, parce que c'est ça le capitalisme, hein. C'est la croissance ad vitam aeternam, la croissance infinie. Donc si il y a de la croissance infinie, enfin si on essaye de faire de la croissance infinie, en tout cas ça fait qu'on va devoir produire plus, on va devoir extraire plus de la terre, etc. Toujours plus comme dirait Lorenzo, mais au bout d'un moment ça va s'arrêter, parce qu'il y aura plus assez de pétrole, parce qu'il n'y a pas assez de champs, parce qu'il n'y a pas assez d'eau douce, parce que etc parce que l'effet de serre. Enfin encore une fois, oui certes on peut mettre le monde à notre image, mais faire en sorte de faire quelque chose de plus harmonieux, tu vois, avec notre environnement, et pas juste vas-y on va foutre plein de vaches qui vont péter et niquer l'effet de serre. Il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes, dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapétissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. Je suis désolé, mais moi tout ça me fait vachement penser à du macronisme ou au printemps républicain, à la valse et compagnie, tu sais. Justifier son racisme par des trucs humanistes et en se mettant des œillères sur tous les problèmes qu'il y a, que ce soit systémique ou pas, moi ça me fait vraiment penser à tout ça, je sais pas pour vous. Césaire dénonce le 2 poids, 2 mesures des colons blancs. D'ailleurs, dès la fin de la guerre, la France relance une répression raciste plus violente que jamais. Massacre de Tiaroy, massacre à Haiphong, à Sétif, à Guelma, à Dimbokro, au Cameroun, à Madagascar. Frantz Fanon dira « Il y a peu de temps, le nazisme a transformé la totalité de l'Europe en véritable colonie. Les gouvernements des différentes nations européennes ont exigé des réparations et demandé la restitution en argent et en nature des richesses qui leur avaient été volées. Dans la bouche des Européens, au lendemain de 1945, une seule phrase « L'Allemagne paiera ». Pareillement, nous disons que les États impérialistes commettraient une grave erreur et une injustice inqualifiable s'ils se contentaient de retirer de notre sol les cohortes militaires et les services administratifs et d'intendance dont c'était la fonction de découvrir des richesses, de les extraire et de les expédier vers les métropoles. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. Très concrètement, l'Europe s'est enflée de façon démesurée de l'or et des matières premières des pays
coloniaux. Le pire c'est que Césaire il dit ouais mais l'Europe s'ils se contentaient juste de retirer du sol des trucs, mais déjà ils ont galéré à retirer d'Algérie ou même de leurs colonies en règle générale en Europe, leurs troupes etc, tu vois, à rendre leur liberté au peuple. Donc déjà ça t'étais quand même vachement optimiste. Et oui c'est ça, c'est que c'est bien beau de rendre la liberté au peuple, mais déjà si tu mets des dictateurs qui sont prêts à faire tout ce que dit le patron européen à la tête de l'État, pas sûr que ce soit une vraie liberté, et en plus ben on a quand même gardé leur richesse, tu vois. Le nazisme a brisé le pacte de la suprématie blanche en créant une suprématie aryenne. C'est uniquement contre cette suprématie aryenne que les peuples occidentaux blancs se sont mobilisés. Et ce n'est qu'à la fin de la guerre que la Shoah les a forcés à s'engager aussi contre l'antisémitisme. D'ailleurs, en quelques années, racisme va devenir synonyme de nazisme grâce à une méthode qu'on appelle le Redutio ad Hitlerum. On dirait trop un sort d'Harry Potter. Redutio ad Hitlerum. Non, on dirait pas, sérieusement. Mais ouais, c'est terrifiant tout ça en vrai. Les pays occidentaux ont beaucoup de mal à admettre leur collaboration avec le nazisme et à reconnaître que l'antisémitisme a une longue histoire en Europe. Ils vont faire comme si les nazis avaient inventé l'antisémitisme et le racisme. Et ça c'est dangereux de ouf. Et c'est pour ça que tous les gens du genre Eric Ciotti ou d'autres qui disent non mais au bout d'un moment c'est bon, on peut arrêter de s'excuser pour les colonies. Mais frérot, déjà tu t'es jamais excusé pour les colonies et faut accepter notre passé. Il faut l'accepter, il faut l'assumer pour aller de l'avant. Parce que si jamais tu fermes les yeux en mode non non en France il y a que des résistants à la Seconde Guerre mondiale, sans essayer d'aller au cœur du problème et en regardant réellement les choses, eh ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben 50 ans plus tard, quand la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a été un peu atténuée, eh ben t'as le parti de Marine Le Pen qui est au deuxième tour pendant 2 élections d'affilée. Surprise! Ça me déprime. Dans le discours des Alliés, le nazisme devient le symbole du mal ultime. Tout ce qui est condamnable va être comparé au nazisme. Écoutez bien ce raisonnement. Si Hitler égale antisémitisme, antisémitisme égale racisme, donc toute personne qui se bat contre Hitler se bat contre le racisme. La France s'est battue pour sa liberté contre le nazisme, elle ne peut donc pas être accusée de racisme. La France d'après-guerre est donc anti-raciste. Ce que fait la France aux colonies ne peut donc pas être du racisme. Si nous étions racistes, nous serions aussi un peu nazis, sauf que nous ne sommes pas nazis, donc nous ne pouvons pas être racistes. Vous voyez que cette réflexion est complètement absurde, mais elle fonctionne encore aujourd'hui. Ah ouais, elle fonctionne très bien aujourd'hui quand on voit CNews, quand on voit Pascal Pro, Zemmour et tout. Le pire, c'est que c'est vraiment des trucs, et je le dis depuis le début de la vidéo, il y a plein de trucs qui me font penser à des trucs d'aujourd'hui. Et elle est très bien expliquée dans le livre « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race » écrit par Dominique Chatuan. Petit défi. Essayez d'expliquer à un Français qu'il a un comportement raciste. Il y a 90% de chances qu'il le prenne comme si vous l'accusiez d'être un peu nazi. Et c'est tellement vrai ça, putain. C'est fou à quel point il y a des gens, tu vois, quand on leur dit qu'il y a des comportements racistes, qu'il y a des trucs, même sans faire gaffe, hein, de racisme systémique ou même d'homophobie ou ce que tu veux, hein, ils s'offusquent comme si on les traitait de nazis ou en mode c'est les plus gros racistes de l'univers. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, des vieux quand ils disent ouais, ton pote le PD là. Ah, frérot, dis pas PD, dis ton pote LGBT, tu vois, si on le catégorisé par sa sexualité. Mais c'est même pas par homophobie, c'est juste parce qu'ils ont tellement entendu ce truc que pour eux c'est pas raciste, enfin c'est pas homophobe. Alors que ben désolé de vous l'apprendre, mais si, c'est homophobe. Et on dit pas que tu es homophobe en disant ce genre de terme, on dit que ça rejoint une histoire, un mouvement, etc. et que ça ramène à ça. Et là me faire passer pour quelqu'un par exemple qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. J'adore, putain. Et je m'en lasse pas son truc de Morano de j'ai une amie plus noire qu'une arabe, comme dirait Haroun, mais c'est du nectar de racisme. Cette même Nadine Morano, qui on se rappelle à l'époque de Carlos Ghosn, l'affaire Renault, qui disait ouais, je connais pas cette musique. Il va alors justifier son comportement raciste en expliquant que vous êtes trop radical, que vous êtes paranoïaque, tout ça parce qu'il pense que vous le traitez de nazi et que donc vous le jugez moralement. Et c'est encore une fois ce qui se passe en ce moment. Les racistes et les gens qui ont des propos racistes, ils vont faire les plus grandes pirouettes d'acteurs en mode mais je ne suis pas raciste, mais attention, nanana, la woke et la cancel culture nous empêchent de tout dire. Wesh frérot, donc calme-toi, t'as eu un acte raciste, c'est bon. Mais surtout que on peut, malgré nous, avoir des actes ou des propos racistes. Non mais tu sais, on a tous et toutes des propos qui sont racistes, homophobes et tout. Malgré nous, tu vois, même des pensées, mais il faut juste l'assumer, essayer de comprendre pourquoi on a ça, est-ce que c'est sain, et essayer de s'améliorer. Mais si jamais tu te braques sur le moindre reproche, ah bah tu vas pas t'améliorer, oui, tu vas rester dans ton racisme, le racisme qui soit soft ou pas d'ailleurs. Prenez le mécanisme, en réduisant le racisme à Hitler, la France forme des générations de citoyens qui acceptent et justifient le racisme colonial français et même le défendent lorsqu'on les remet en question. C'est une des facettes de ce qu'on appelle la fragilité blanche. Grâce à cet effacement mémoriel, la France fait disparaître l'histoire du racisme et de l'antisémitisme français. Les citoyens français sont noyés sous des milliers de documentaires et de fictions sur le racisme nazi,
Mais je vous mets au défi de citer 3 films sur la colonisation, je sais pas, de Madagascar, du Cameroun, de la Kanaki, de la Guyane, du Liban, du Maroc. 3 films. Et on voit à quel point ça a fait gueuler tout le monde, enfin tout le monde, pas mal de gens de droite et d'ultra-droite, mais ça a fait gueuler tellement de gens le film Tirailleurs de Omar Sy. Alors que, encore une fois, comme il vient de le dire, pour un film comme ça, combien il y en a eu sur le nazisme? Moi j'ai 3-4 films sur la colonisation africaine, tu vois, en tête. J'ai Tirailleurs, j'ai Indigène, ce genre de bail, mais j'en ai pas tant que ça. Alors que sur le nazisme, ben, il y en a pas mal comme il le montre. Vous comprenez maintenant comment fonctionne le Reductio ad Hitlerum. Il crée un super vilain qui concentre toutes les condamnations et toute l'attention. Son histoire est racontée de manière très brève, très ciblée, sans réellement expliquer les origines coloniales du racisme, ni les racines religieuses de l'antisémitisme. Et comme ça, on peut tout mettre sous le tapis en mode « non mais on n'a rien fait de mal avant, on n'a rien fait de mal, c'est vraiment... Oh regardez, un ami !» C'est quand même pratique. Cette histoire, il est impossible d'identifier la forme et le fonctionnement du racisme français par exemple. Le nazisme devient un paravent pour masquer et protéger le racisme colonial européen. Mais malgré tout, les colonisés se révoltent partout dans le monde et les empires coloniaux commencent à s'effondrer dans les années 60. Pourtant, les anciennes colonies restent bloquées dans les frontières, les langues, les monnaies, les éducations coloniales. Les Occidentaux vont verrouiller la politique internationale. Ils créent le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, l'ONU, contrôlées par les Occidentaux pour les Occidentaux. La mission civilisatrice se transforme en aide au développement, mais l'idée reste la même. On ne parle plus de race, mais de culture incompatible et de choc des civilisations. C'est le début du néocolonialisme qui va permettre l'émergence du racisme contemporain. L'objet du racisme n'est plus l'homme particulier, mais une certaine forme d'exister. À l'extrême, on parle de messages, de style culturel. Les valeurs occidentales rejoignent singulièrement le déjà célèbre appel à la lutte de la croix contre le croissant. Et vous voyez, c'est ce que je disais au début, finalement c'est la même chose, c'est juste la forme qui diffère. On colonise plus, mais on met quand même nos pions en Afrique pour contrôler la production, etc. On le voit avec Bolloré hein, qui a pompé l'Afrique. On va plus parler de races différentes, mais de cultures différentes. Mais au final, c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est toujours pour exploiter, c'est toujours pour mettre les problèmes sous le tapis, et c'est toujours pour avoir une opposition entre les gens et les cultures. C'est dégueulasse. Ok, on récapitule ce qu'on vient de voir. Pour justifier la colonisation, les scientifiques européens ont produit de nombreuses hypothèses et méthodologies. Mesures de crâne, classification des espèces, théorie mythologique, évolutionnisme, eugénisme. Aucune de ces théories n'a prouvé que les Blancs étaient supérieurs aux autres, mais ça n'a pas empêché les pouvoirs politiques coloniaux de diffuser l'idée de la mission civilisatrice qui existe toujours aujourd'hui sous la forme de l'aide au développement, mais aussi sous la forme des guerres contre le terrorisme et dans de nombreuses ONG humanitaires. Le racisme a donc continué à se développer malgré les critiques des colonisés jusqu'à ce qu'il se retourne contre les puissances coloniales pendant la période nazie. Après la guerre, le racisme est devenu un tabou, une faute morale qu'il fallait absolument condamner, surtout dans sa dimension antisémite. Les puissances coloniales ont réduit le racisme à Hitler pour détourner l'attention du fonctionnement colonial du monde. Ce Reductio ad Hitlerum ne permet pas de déconstruire la longue histoire de l'antisémitisme en Europe, ni de remettre en question le racisme colonial. Pour terminer cette vidéo, je dois vous expliquer pourquoi j'ai choisi de raconter l'histoire du racisme de cette manière. Souvent, mes amis pensent que le racisme, c'est un sentiment universel qui existe en chaque personne. Si le racisme est un sentiment naturel, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre, et donc que l'antiracisme est naturellement impossible. D'où l'importance de connaître l'histoire du racisme, vous comprenez? Si on comprend que le racisme est un système de domination xénophobe basé sur la race, inventé à un moment donné par les Européens pour justifier leur conquête coloniale, on comprend deux choses. Déjà, un monde pré-raciste a existé. Ce n'était pas un monde parfait, il y avait des dominations, mais l'idée de race n'existait pas. Donc, un monde post-raciste peut exister. Mais sinon, il a totalement raison, tu vois, dans l'idée. Dire que le racisme existe depuis la nuit des temps, bah ouais, c'est justifier le fait qu'il y en a et qu'il y en aura toujours. Alors que si on voit et on a vu que le racisme a été créé pour des intérêts coloniaux, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ça et donc faire une société qui n'est plus raciste. Et ça, c'est quand même un peu une bonne nouvelle, on va dire, même si on n'y est pas encore. Un monde dans lequel le mot noir n'aurait plus de sens et le mot blanc non plus. Alors comment arriver à ce monde post-raciste? Ce n'est pas en faisant la morale à votre grand-père ou à votre oncle que vous arriverez à détruire le racisme. Dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer que le racisme est un outil au service de la colonisation occidentale qui permet aux populations blanches de bénéficier de l'exploitation des populations non blanches et des ressources des anciennes colonies. Pour se débarrasser du racisme, il faut donc changer la répartition du travail et de l'exploitation des populations du monde. La lutte contre le racisme n'est donc pas un combat moral, c'est un combat politique dans lequel nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Alors, je suis à moitié d'accord avec lui. Je suis d'accord dans le côté que, effectivement, c'est un combat moral, c'est un combat politique
et que ça doit se jouer un peu partout et que c'est pas juste à titre interpersonnel qu'on peut faire changer les choses, que ça doit aussi faire par rapport à des rapports de force, comment les populations et les pays non blancs sont exploités ou pas, comment ils arrivent à se développer, etc. Par contre, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est le côté les relations interindividuelles, faire en sorte que son oncle facho soit moins facho, etc. Ça aide quand même parce que ça aide l'opinion publique, et si l'opinion publique est de moins en moins raciste, et ben fatalement les gouvernements, même s'ils en ont rien à foutre, vont faire des trucs de moins en moins racistes pour pas se mettre à dos l'opinion publique. Donc ça avance dans le bon sens. Il faut pas que ça bien sûr, mais je pense que ça aide quand même quoi. Et la dernière chose que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que je suis raciste, et que vous êtes raciste aussi. Je ne suis pas un militant pur qui vient vous faire la morale. Le racisme n'est pas une opinion individuelle. Nous sommes tous et toutes racistes, car nous vivons et maintenons une organisation du monde raciste. Ça fonctionne pareil que pour le féminisme. En tant que mec, je ne peux pas nier que je bénéficie des privilèges du patriarcat. Pareil pour l'écologie. Même si je mange bio ou végé, je continue à vivre et à bénéficier d'un système politique qui détruit la planète. Pour moi, le racisme doit être vu de la même manière. En tant que Français, même si je suis noir, je collabore et je profite d'un système qui repose sur l'exploitation des non-blancs dans le monde entier. Je suis fatigué d'entendre des militants qui disent « Non, mais moi, je suis pas raciste, moi, vraiment pas. Nous sommes tous et toutes racistes dans une société raciste. » Au lieu de chercher à nous innocenter, essayons de prendre le temps de comprendre ce qu'est le racisme, à quoi il sert et comment il fonctionne. Ce sera la meilleure façon de nous en débarrasser. Bah écoutez, c'était génial moi je trouve, non? Bon, de toute façon, Histoire Crépue, rarement déçu, hein, j'ai envie de dire. Rarement déçu, il fait des super bonnes vidéos, et je suis d'accord. On a tous et toutes en nous quelque chose de Tennessee. Ah non, merde, c'est pas ça. On a tous et toutes un minimum de racisme en nous, qu'on le veuille ou pas, tu vois. Genre des pensées racistes, parce que on est dans un monde où le racisme est systémique, fait partie du système. Donc, bien évidemment qu'on en a, et que ce soit des pensées racistes, sexistes, homophobes, ce que tu veux. Après, comme nous l'a montré la vidéo et comme nous le montre l'histoire, le fait de se mettre des œillères sur ça, faire genre on est tellement gentil, on est tellement pipou que non il n'y a pas, ça fait que on se pose pas les bonnes questions pour avancer tous ensemble et tout ensemble en faisant quelque chose de plus égalitaire et où il y a moins de racisme. Si on voit pas le racisme en nous, comment tu veux qu'on avance sur le racisme en règle générale? Donc ouais non, super bonne vidéo, vraiment rien à dire, le mec est incroyable. Bon voilà, c'est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager, à vous abonner à la chaîne, tout va très bien, mais aussi à ma chaîne Blazy, ma chaîne Pop Culture, Blazy Rediff TV, ma chaîne rediffusion de live jeux vidéo et peut-être pas que sur le long terme, mon Twitter, Blazy, tout va très bien, et si vous avez quelques sous en trop et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee et mon Patreon, tous les liens sont en description. Alors maintenant, à savoir si le racisme c'est de droite ou de gauche, ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a toutes et toutes en nous. Alors maintenant, faut faire en conséquence. Allez, salut. Tout va bien.